Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez été journaliste, vous êtes imitateur, mais aussi acteur, conteur et chef d'orchestre. Bref, si l'on s'en réfère à votre état civil, vous faites absolument tout sauf votre âge. Bonjour Pierre Douglas. Bonjour mon cher Jacques. C'est vrai que vous êtes là sur scène depuis 42 ans. Et c'était hier tellement... La scène, ça fera même 45 ans au mois d'août. Eh bien, voyez. Voilà. et donc, en ce moment, on va parler tout à l'heure d'un événement important, parce que c'est la première fois que vous évoquez un problème personnel avec à la salle Gaveau, un concert exceptionnel, le 9 mars. Mais on va revenir, vous êtes déjà venu dans une vie, mais j'ai trouvé d'autres choses, à votre parcours à travers des dates clés. Alors, la première date que j'ai trouvée, je la connaissais pas. 15 mai 65, c'est votre première télé. C'est main dans la main. Vous posez une question à Jean Carzou et on ne donne même pas votre nom. Vous êtes un jeune qui pose des questions. Je suis au service militaire à Montlhéry et j'avais un week-end de congé. Et le samedi après-midi, on a enregistré cette émission La main dans la main. Comment vous êtes arrivé là-dedans ? Je ne me souviens plus du tout. Je m'intéressais déjà beaucoup à l'audiovisuel et je ne sais plus comment ça s'est passé. Parce que je ne me rappelle plus comment l'animateur était un type très très sympa avec des petites lunettes et tout ça. Et quand je suis revenu, alors je crois que ça passait en direct, et quand je suis revenu à Montlhéry à l'armée le lundi, il y a un adjudant-chef qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous foutiez ? Je vous ai vu à la télé samedi. » Je dis « Quand on n'est pas à l'armée, on est libre de faire ce qu'on veut. » Voilà. Alors, vous interviewez Carzou, qui est un illustrateur, peintre célèbre, qui disait d'ailleurs de Picasso qu'il ne faisait pas de peinture, ce qui a beaucoup plu. Et vous demandez à Carzou, d'évoquer ses débuts comme illustrateur de presse. C'est la seule question que vous posez dans l'émission. Oui, parce que j'avais déjà des vues sur le journalisme. J'avais envie d'être Tintin déjà à l'époque, en 66, j'avais 25 ans, et j'avais envie d'être Tintin. Et tout ce qui avait trait à la presse, à la radio et moi à la télévision à l'époque me passionnait beaucoup. J'étais déjà passionné par l'information et sachez mon cher Jacques que quand j'avais 8 ans, mon père achetait France Soir et Paris Presse l'Intransigeant que je lisais avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Et le journalisme, c'est venu comment, la passion ? J'étais, juste avant de partir à l'armée, j'ai fait une école de commerce, l'école des cadres du commerce, et on a organisé une grande soirée pour fêter notre diplôme, c'était en mai 64. Et il y a quelqu'un qui est venu dont on va entendre la voix. Ah, j'ai déjà fait le tour du monde un petit peu, mais le faire complètement, il faudrait que je le gagne dans un jeu de télévision. José Arthur, parce que j'ai pas les moyens de le faire. C'est ça, hein. José Arthur a assisté à la soirée organisée par les élèves de l'école et il m'a dit « Venez me voir à la maison de la radio ». Il m'a confié tout de suite l'animation d'une émission de radio en me disant « Vous êtes à l'aise pour improviser, etc. » Ça a été mes tout débuts. Mais pourquoi une école comme ça de commerce ? Ma mère savait pas très bien comment s'y prendre avec moi parce que il fallait tout le temps me changer d'école. Il fallait tout le temps. Bon ? Mais oui. J'ai fait pas mal de lycées. J'ai redoublé quelques classes. J'étais tellement heureux en 6e que je l'ai redoublé. Après, je sais pas ce qui s'est passé en 5e, en 4e, en 3e, j'étais très heureux aussi. Je l'ai redoublé. Et tous les étés, ma mère disait il faut qu'on change notre fusil d'épaule. Et comme je parlais assez facilement, elle m'a mis dans une école de commerce pensant que. Mais bon. La pauvre, elle s'est trompée. Oui, mais en même temps, votre père n'était pas très heureux car il était un prof d'anglais très sérieux. Il était prof d'anglais et prof d'allemand. Non, mais il a laissé ma mère s'occuper de ça. Non, mais je ne regrette rien. Mais enfin... L'école des cadres du commerce m'a permis d'obtenir un des rares diplômes que j'ai avec celui du brevet de 25 mètres de natation. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Alors, votre mère, je crois qu'elle était choriste. Elle était choriste à l'ERTF, oui. À côté d'ici. Absolument. Et c'est comme ça que je me suis familiarisé avec la musique classique parce que quand on était petit, on était 4 enfants, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Et plutôt que de payer une babysitter, ce qui n'était pas possible, ma mère m'emmenait aux répétitions de chœur et je me suis familiarisé avec la musique classique comme ça. Et ensuite, je me suis mis à écouter autre chose que des chœurs, le piano, les orchestres. Je me suis mis à apprendre des œuvres par cœur, uniquement de mémoire. Et puis après, j'ai appris la direction d'orchestre à partir de 76. Et puis j'ai obtenu un diplôme et je dirige des concerts de temps en temps. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais il faut savoir que l'orchestre de la radiodiffusion française existe depuis 1934. Tout à fait. Et que c'est vraiment, à chaque fois, il y a des chœurs qui viennent régulièrement. Et ces chœurs sont des chœurs tout à fait salariés qui travaillent à l'année à l'ORTF. Ma mère était salariée à l'ORTF à l'année et elle est entrée en 48 ou en 49
Donc, elle avait une trentaine d'années. Et ma grand-mère maternelle, la mère de ma mère, était déjà dans les chœurs de l'ORTF. Alors, vous avez fait différents petits métiers avant de commencer. Je crois que vous avez été représentant pour Primagaz. Oui, Pierre de Glace. j'ai essayé de vendre des bouteilles de gaz. C'était très, très difficile. Et alors, une anecdote, mon cher Jacques. J'avais un collègue, Jean-Pierre, que je revois toujours, qui travaillait à Compiègne. J'étais responsable de l'Oise. Et nous sommes allés faire ce qu'on appelait une campagne eau chaude. Chaque fois que je casais un contrat avec une petite de gaz, mon copain vendait un chauffe-eau, Chafoto et Maury. Alors, on était tous les deux à faire de la campagne. Et on est arrivé un jour dans une maison délabrée, épouvantable, avec une vieille dame toute seule. Et pendant que lui était en train d'installer le chauffe-eau dans l'évier, moi je la baratinais, c'est la seule chose que je savais faire. Et à un moment donné, elle me dit « j'ai pas l'eau ». Et j'ai vu que j'avais la répartie, parce que je lui ai dit « madame, certes, mais quand vous l'aurez, elle sera chaude ». C'est comme ça qu'on a fait le contrat. Voilà, ça a été votre seul petit métier à peu près. Oui, c'était mon seul petit métier. Et ensuite, donc, il y a eu la télévision. Vous êtes arrivé alors dans les chaînes régionales qui venaient à peine de naître, Pierre Douglas. Oui, j'étais à France 3 Limoges et c'était tout neuf. La couleur était en train d'arriver. Oui, mais c'était encore en noir et blanc. Absolument. C'était en 66. Je suis rentré en 66 à Limoges. J'ai commencé à présenter mes premiers journaux régionaux télévisés et à prendre des interviews, à faire des interviews et puis à fréquenter les hommes politiques, etc. Et là, ça m'a beaucoup intéressé. Et comment vous êtes arrivé là-bas ? Je suis arrivé à Limoges parce que juste après mon retour du service militaire, je suis allé voir José Arthur qui m'avait donc embauché 1 an et demi avant. Je lui ai dit « José, je voudrais être Tintin, je voudrais être le premier sur un événement et le raconter à ma manière. » Il me dit « Allez à la délégation aux stations régionales, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, il va s'occuper de vous. » Je suis allé voir le type qui me dit « Écoutez, vous tombez bien parce qu'il y a un journaliste de France 3 Limoges qui vient de démissionner, la place est libre. » J'ai pris ma valise, je suis parti à Limoges tout de suite. Voilà, et il faut savoir que Limoges était très fréquenté par les stars de la chanson dans les années 70 parce que Michel Sardou et Massias avaient découvert la meilleure maison close de France et toutes les tournées passaient là-bas en permanence et se refilaient le tuyau. J'ai pas été client. Alors, c'était aussi vraiment l'époque où la télévision balbutiait. Il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui, Pierre Douglas. Non. Alors évidemment, il n'y avait pas de panne, mais enfin bon, c'était quand même, il y avait des câbles partout quand on n'avait pas de. Aujourd'hui, on enregistre avec la vidéo, etc. À l'époque, on avait des Nagra, qui étaient des magnétophones de radio. Vous avez connu ça, Jacques. Même à RTL, quand on était ensemble, les Nagra, ça pesait 9 kilos, un gros magnétophone à bande. On avait les ciseaux et le scotch pour faire le montage. Et en même temps, on n'avait pas 15 assistants. On arrivait au micro, on se débrouillait tout seul. Et les studios étaient vraiment pas terribles. Non, mais enfin, ça nous laisse de très très bons souvenirs, quand même, au point de vue journalistique. Et il faut savoir que c'était à l'époque la 2e chaîne, car la 3e chaîne n'existait pas encore, Pierre Douglas. Oui, tout à fait. Et comme je me tue à le dire d'ailleurs dans le One Man Show que je fais aujourd'hui, n'oubliez pas que quand j'ai débuté en 77, 78, en imitant Marchais, etc., il y avait que 3 chaînes de télé en France et 4 radios. Vous vous rendez compte? Donc, quand une star de la politique passait à la télé à 20h30 ou à 21h, parce qu'à l'époque c'était à l'heure, il y avait 10 millions de téléspectateurs tout de suite. C'est ça qui m'a aidé, moi, à démarrer quand j'ai imité Marchais. Tout le monde l'avait vu et entendu parce qu'il avait 10 millions de téléspectateurs quand il faisait une émission de télé et il n'avait jamais été imité. C'est là où on en reparlera peut-être que Bien sûr. Thierry a été formidable. Alors, il se trouve aussi que vous avez appris votre métier sur le terrain, ce qui ne peut plus se faire aujourd'hui, Pierre Douglas. Je ne sais pas comment ça se passerait aujourd'hui. J'ai tout appris sur le terrain. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. France 3 Limoges m'a beaucoup aidé à apprendre à rédiger le maximum de choses dans le minimum de mots, à poser de bonnes questions pour avoir de bonnes interviews. Et quand je me suis lancé après sur une grande radio, je suis rentré à Europe 1 en 70, j'avais quand même une expérience d'1 an et demi de micro et de caméra, ce qui m'a beaucoup aidé. Et puis, c'était l'époque où on traitait tous les sujets. Vous avez fait aussi bien le CAP des jeunes boulangers et la nuit de la Nice à Limoges. Oui, absolument. Vous avez bien étudié la question. J'ai fait un petit peu de tout. Et je m'intéressais surtout à la politique et au sport, mais j'ai fait un petit peu de tout. Pourquoi la politique? C'est venu comme ça? Non, il y a très longtemps. Comme je disais tout à l'heure, quand j'avais 8-9 ans, je lisais les journaux que lisait mon père. Et mon père avait remarqué que j'étais très observateur de la politique parce que, à l'âge que j'avais à l'époque, 8 ou 9 ans, on est passé un jour en autobus devant l'Assemblée nationale et j'ai dit à mon père, tu vois, ça, c'est là où il y a des gens qui se battent. Donc déjà, j'avais une petite idée du fait qu'on pouvait peut-être un peu rigoler avec la politique. Et puis vous avez connu Tulle avant que Jacques Chirac et François Hollande rendent célèbre cette ville de la Corrèze, Pierre Douglas. J'ai connu Tulle et alors à Tulle, il y avait une prison. Et à la prison de Tulle était incarcéré le général Maurice Schall, qui avec Zeller, Jouot et Salan a fait le putsch des généraux.
Et Chal a été enfermé, le plus généreux, c'est en 60 ou 61. 61. Et voilà, et moi en 66, j'étais à Limoges, et on nous a dit, ben, le général Chal va être libéré. Moi, j'avais été, entre guillemets, passionné par tout ce qui concernait la guerre d'Algérie, les attentats, l'affaire Papon avec les types assassinés dans le métro, etc. Alors, j'ai suivi ça de très très près, et je me suis dit, je suis fou de joie d'interviewer Maurice Chal. On a passé toute la nuit dans une voiture parce qu'on ne savait pas à quelle heure il sortirait. Il est sorti à 10h du matin, Maurice Chal, on le revoit sur les images, il avait sa pipe, il est sorti, je me suis approché, je lui ai posé une question, il m'a regardé sans retirer sa pipe, il n'a pas dit un mot et il est parti. Voilà. J'étais passionné par l'interview, ça sera pour une autre fois. Et la première interview d'une personnalité, c'est Hervé Bazin, pour son livre Plumont l'oiseau, que Oui. vous interviewez à Télé Limoges. C'est la première personne que vous rencontrez. C'est la première personne que j'ai rencontrée et j'étais très impressionné parce que je n'avais rien lu de lui. Mais absolument rien lu de lui. Mais bon, après, il y a eu ces romans extraordinaires. Vipère au point. Oui, Vipère au point. Là, la mère s'appelle Folcoche. Oui. Parce qu'elle était, Avec Alice Sapritch. oui, avec Alice Sapritch, et que le Luron imité à la perfection, fermez la parenthèse. Et donc, c'est une des toutes premières interviews que j'ai faites. Et une des premières interviews politiques que j'ai faites, c'est Roland Dumas, qui a été élu à Brive en 67 aux législatives. Et il y en a eu d'autres ensuite, on va en parler avec une autre date, le 26 octobre 1977. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Pierre Douglas. Nous parlerons tout à l'heure de ce concert à Gaveau le 9 mars dans des circonstances exceptionnelles et des familiales. Là, on revient à une date importante, le 26 octobre 77, le journal d'Yves Mourouzi. Alors, c'est la première fois, et sans doute la dernière que ça arrive, vous êtes interviewé et la caméra est d'abord sur vos chaussettes. La caméra est sur mes chaussettes, je crois qu'elles étaient vertes, mes chaussettes d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Et en fait, Mourouzi m'avait invité car j'avais changé de métier, j'avais quitté le journalisme depuis 3 mois et j'imitais Georges Marchal, secrétaire général du Parti communiste, sans arrêt. Ça m'a valu beaucoup de succès. En plus de ça, je lui faisais dire des choses sur l'actualité politique parce que je la connaissais bien. Et alors ce jour-là, Mourouzi me dit, la caméra va démarrer sur tes pieds. Je vais dire quand je reçois le secrétaire général du Parti communiste, Georges Marchais, et il n'y a que quand on arrivera à la caméra sur ton visage qu'on verra que c'est pas lui. Et ça a marché. Ah, ça a marché du tonnerre. Alors, l'imitation, Pierre Douglas, ça a démarré dès l'école avec vos professeurs. Oui, tout à fait. Moi, j'avais 5-6 ans. Je me suis aperçu que j'aimais faire rire, que j'arrivais à trouver des trucs en trouvant les travers des gens, même à 5-6 ans. Et je sais que je trouvais un travers ou un tic de langage de l'institutrice et je me contentais de le répéter. Comme elle l'avait fait, toute la classe rigolait. Ce qui me permet de dire dans le One Man Show, j'ai toujours eu besoin d'un public. Vous voyez, mesdames, messieurs, j'ai commencé très très tôt parce qu'à 5-6 ans, il me fallait mon public. J'ai choisi mes camarades d'école. Alors, il se trouve aussi qu'il y a Marcher, on va en reparler, mais il y a aussi Zitrone que vous avez imité et avec qui vous avez travaillé, Pierre Douglas. J'ai travaillé avec Zitrone parce que bien avant de l'imiter professionnellement en artiste que j'étais devenu, j'étais journaliste. Et c'était donc à RTL et il faisait tous les matins L'heure Z. L'heure Z, le journal de 7h et le journal de 8h. Et alors, c'était quelque chose de terrible parce que, bon, Dieu et son âme, il n'était pas facile. Et moi, j'étais donc son nègre, comme on dirait aujourd'hui, sans exiger de porter plainte. Et j'arrivais à 3h30 du matin. Et lui faisait son journal à 7h, il arrivait à 6h30. Et pas toujours d'ailleurs. Non, il y a même une fois, il est arrivé. J'étais dans le couloir, je me suis dit, je vais le dire, le journal, j'ai pratiquement tout écrit. Il est arrivé à 7h moins 2. En chaussons. En chaussons. On sent que la toilette avait été extrêmement éphémère. Et il me dit, j'arriverai bien à vous relire, j'ai été speaker à la SNCF. Et travailler avec lui, c'était quelque chose. C'était pas commode. Il l'a dit. Ça me faisait faire ce que j'aime, c'est-à-dire rédiger des textes de journalisme. Et lui, il m'avait dit, je ne m'intéresse qu'à la politique étrangère. Alors, vous faites tout le reste. Alors, je faisais les faits divers, la politique française, la météo, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais lui, la politique étrangère, c'est lui qui la rédigeait. Et il savait que vous l'imitiez ? Il savait pas que je l'imitais. Et il est resté 1 an sur RTL. Et un jour, je l'ai fait devant lui. Et alors ? Alors, il a pas mal rigolé. Bon... Je ne suis pas certain qu'il fût bouleversé d'émotion, mais enfin, il a rigolé. Mais quelques années plus tard,
en 81 notamment, 80-81, j'ai présenté le spectacle de l'Alcazar où j'ai remplacé Jean-Marie Rivière. Et là, je faisais mon sketch de Zitrone à bloc que j'avais écrit. Et il m'a dit un jour, j'aime beaucoup que vous m'imitiez parce que vous le faites tard. Moi, je me couche tôt et je me dis comme ça, même quand je dors, il y a quelqu'un qui parle de moi. C'est formidable. Car il avait beaucoup d'humour. Ouais. Et la voix de Marchais, elle est venue comment, Pierre Douglas? Je suis au service politique de TF1 en février ou mars 77, il y a les élections cantonales. Et Patrice Duhamel, qui est mon patron au service politique de TF1, me dit « Tu vas interviewer Marchais, il y a une manifestation cet après-midi, les partis communistes, la CGT, etc. » Et je me suis retrouvé devant Marchais avec mon micro et la caméra de TF1, c'était donc pour TF1. Et en l'écoutant parler, j'ai trouvé ça drôle. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pas imité beaucoup de monde dans ma vie, mais les quelques-uns que j'ai imités, je les avais bien saisis. En rentrant à la rédaction, j'ai dit à Duhamel, j'ai dit « T'as vu comment il parle ?» Parce qu'il ne dit pas les travailleurs et les masses populaires sont dans une situation globalement difficile. Il dit les travailleurs et les masses populaires sont dans une situation globalement insupportable. Et bon, je l'ai chopé tout de suite. Et puis après, aux conférences de rédaction, Duhamel à la fin disait « Et qu'est-ce qu'il dirait, Marchais ?» Et c'est arrivé aux oreilles de Sylvia Huffert, qui était la femme de Hubert Bassot, qui était le maire de Tinge-Bray. Ils ont fait venir le Luron le 14 juillet 77. Et dans un chapiteau, il y avait 3000 places vendues. Enfin, vous étiez là, mon cher Jacques. Oui. Et j'ai improvisé un dialogue avec le Luron à table. Il m'a dit « On remet ça sur scène cet après-midi. » Et ma vie a basculé à ce moment-là. Et Marchais savait que vous l'imitiez? Oui. Il savait que j'ai pris le petit matin de France Inter après, quelques mois après, ou un an après, oui. Et puis Marchais vient un matin et je dis aux journalistes, j'aimerais bien faire sa connaissance parce que je l'avais tellement imité de fois à la télévision et à la radio que je me doutais qu'il le savait. Et alors j'ai dit, s'il rentre dans le bureau, c'est qu'il est d'accord pour me voir. S'il s'en va, il s'en va. J'ai vu qu'il rentrait dans le bureau, je suis allé me présenter et il m'a dit... Ah, vous savez, c'est sympathique cette aventure parce que maintenant à l'Assemblée on te dit, t'as ton imitateur. Il a été assez sympa, mais après, il a moins apprécié ce que je lui faisais dire. Ah bon? Parce que Bouvard me téléphone un jour, Philippe Bouvard était à François, il me dit, dites donc, je viens d'interviewer Marchais, et je lui ai demandé ce qu'il pensait de son imitateur. Et il m'a répondu, ce qu'il dit n'intéresse que les concierges du 16e arrondissement. Oui. Et Bouvard me dit, qu'est-ce que vous répondez? Et je réponds, je savais pas qu'il connaissait le 16e arrondissement. Il a moins aimé, là. Oui, mais vous savez qu'il a entretenu une correspondance téléphonique avec Louis de Funès à la fin de sa vie. Ah bon? Oui, car ils ont eu en même temps un infarctus, oui. Et un double infarctus. Et en 75, de Funès a écrit et téléphoné avec Marchais pour parler de leur maladie. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Voilà. C'était marrant. Mais il y en avait un qui était plus clown que l'autre, mais il était responsable. Voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'au cours d'un déjeuner chez Mitterrand à l'Élysée, vous avez imité Marchais. Ah, j'ai imité Marchais devant Mitterrand. Alors, Mitterrand aimait beaucoup les artistes. Et il aimait les artistes. D'ailleurs, c'est assez incroyable parce que peut-être vous souvenez-vous, malgré votre jeune âge, mon cher Jacques, qu'il y avait un couple qui faisait beaucoup de musical et de comédie musicale qui s'appelait Marcel Merquès et Paulette Merval. Bien sûr, des opérettes. Et voilà. Et Marcel Merquès et Paulette Merval étaient à ce déjeuner à l'Élysée où j'étais aussi. Il y avait Maurice Biraud, etc. Et à un moment donné, Mitterrand me dit je savais que Mitterrand était à votre Marchais était à votre place hier soir. Hier midi. Il était exactement à votre place. Alors je dis, c'est pas possible. Il me dit, vous voulez pas nous le faire une petite seconde? Et aussi sec, je dis, François, passe-moi le sel. Alors, Mitterrand a rigolé, il a dit à tout le monde, vous avez vu, il le fait bien. Non mais franchement, il le fait bien. Alors, il faut savoir aussi que vous avez donc débuté au Don Camillo, oui. que ça a été votre école du théâtre et des chansonniers. C'était mon école de music hall. Parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvé sur la scène du Don Camillo. C'est une petite salle qui existe encore aujourd'hui. On peut mettre 180 couverts, oui. Enfin, au coude à coude, quoi. Et avec une toute petite scène. Il y avait de la place pour un piano droit. Et donc, je fais mes débuts au Don Camillo et bon, il a fallu que j'improvise chaque soir parce que j'avais pas beaucoup de textes, comme j'ai été engagé assez vite grâce à Thierry. Enfin, j'ai mis 3 semaines à mettre au point un tour de 20-25 minutes et je suis resté 22 ans au Don Camillo. Donc, ça a bien marché. Et dans ce cabaret, on l'oublie, mais Serge Lama est passé, Charles Trenet est passé, Thierry Leluron est passé. C'est un endroit incontournable. C'est incontournable. Ça a été, jusqu'à maintenant,
le dîner-spectacle, le cabaret. Il a incarné le cabaret français à Paris. Vous alliez n'importe où, à Montpellier, à Tourcoing, où vous vouliez, vous parliez de Don Camillo, tout le monde connaissait. Oui, et ça n'existe plus, c'est le dernier du genre. Ben, il n'y a plus que Don Camillo. Voilà, exactement. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que c'est arrivé à un moment où votre ambition, c'était le journal de 20 heures, Pierre Douglas. Absolument. Je suis resté 4 ans à RTL, au cours desquels j'ai notamment travaillé pour Zitrone. Et puis, je commençais à m'ennuyer. Et c'est marrant parce que c'est Bouvard qui m'a conseillé. Parce que, comme j'étais là depuis 4 ans, ce qui était long quand même pour un reporter, on dit on va pas l'emmerder avec tel truc, on va pas l'embêter avec ça. Et du coup, on ne me donnait presque plus rien à faire. Et je vais voir Philippe, avec qui j'avais travaillé pour le 13h, ben avec vous et avec Diane Segar, avec Paul Vermus qui nous a quittés, etc. Et je dis à Bouvard, je m'ennuie, mais il me dit appelez Christian Bernadac, le directeur de la rédaction de TF1. S'il a une place, il va vous prendre. J'ai appelé Bernadac, j'ai été engagé tout de suite à TF1 et je suis rentré au service politique. Et là, ça m'a beaucoup intéressé. Et nous étions 3 garçons inconnus qui ne pensions qu'à faire le 20h. Alors il y en a un qui l'a fait, c'est Bruno Mazur. Il y a eu Patrick de Carolis qui est devenu PDG de Radio France, de France Télévisions, c'est déjà pas mal. Et il y avait moi. Et je pense que si je n'avais pas dévié vers la scène, j'aurais fini par le faire. J'aime tellement ça. Bon, mais je crois que j'aurais réussi à faire le 20h. Et vous regrettez de ne pas avoir fait le 20h? Ça m'aurait fait plaisir. Je n'ai pas de regret. J'ai pas de regret. Je me dis, je pense que j'aurais réussi à faire le 20h comme Bruno l'a réussi. Bon, voilà. Oui, et c'était la grand-messe à l'époque. Ah, bah, c'était la grand-messe. C'était Roger Giquel. Vous vous rappelez, La France a peur, etc. Enfin, c'était quelque chose c'était une institution, le journal de 20h de TF1. Autre institution, c'est celle du théâtre. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 12 avril 1984. A tout de suite sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. Nous parlerons tout à l'heure de cette soirée exceptionnelle à Gaveau. Et là, on revient au 12 avril 1984, théâtre d'Onou, première de SOS Homme Seul. Voilà, c'est l'année de mes débuts au théâtre. J'ai débuté donc sur scène au Don Camillo et au Caveau de la République en 77 et en 84, j'avais donc 7 ans de cabaret d'expérience. Et la directrice des tournées Barret, Dominique Villard, qui est une très très belle femme, vient au Caveau de la République un dimanche après-midi. Elle m'attend à la sortie, elle me dit j'ai un rôle pour vous, vous êtes un acteur de théâtre aussi, physiquement ça va, etc. Et j'avais jamais fait de théâtre de ma vie, j'en rêvais. Alors j'ai donc joué SOS Homme Seul, qui était ma première pièce. Pièce créée par Daniel Gélin au Célestin en 70. Créée par Daniel Gélin, j'ai repris le rôle de Daniel Gélin 14 ans après. Et mon metteur en scène était Robert Manuel. Robert Manuel, dont on va écouter la voix. Voilà. Il ne s'agit pas de faire trop de gestes, parce qu'on remarque que vous faites trop de gestes. Il ne s'agit pas d'être au port d'armes. Il ne s'agit pas simplement de se dire, vous savez que... Robert Manuel, c'était un personnage incroyable. Je ne sais pas si vous le savez, Pierre Douglas, il a été une vedette de télévision pour un jeu, L'Homme du XXe siècle, où il s'est présenté, il a gagné des épreuves culturelles, ça existait à l'époque, et ça a créé une notoriété de ce monsieur qui était un acteur de la comédie française incroyable. C'était un acteur de la comédie française extraordinaire. C'était un très grand metteur en scène, très dur. Oui. Très, très dur. Et quand nous nous avons rencontrés pour la première fois, pour la première répétition d'SOS Homme Seul, parce que je l'ai joué en tournée avant de démarrer au Donou, il m'a dit tu n'as jamais fait de théâtre, tu n'as pas fait le conservatoire, tu n'as pas appris, très bien, mais tu viens de passer 7 ans dans un cabaret, il parlait de Don Camillo, où l'artiste est pendant 25 minutes en train de parler devant des gens qui mangent. Et il m'a dit ça, c'est une école extraordinaire. Et c'est ça qui va te permettre de réussir au théâtre. J'y suis toujours au théâtre. Exactement. Il faut savoir que c'est une pièce de Jacques Wilfried dont on a oublié le nom, alors qu'en réalité, c'est l'auteur discret des grands films de Jean Giraud, comme Pouic Pouic, Les Grandes Vacances ou Des Gendarmes. Tout à fait, Wilfried, je l'ai rencontré, il est venu nous voir répéter. C'était un type assez timide, un grand monsieur assez timide, mais qui avait un très très grand sens du dialogue, parce que SOS Homme Seul, je l'ai joué, les 2 premiers rôles, c'était Michel Modo, du duo Grosso Modo, là, et avec moi, et moi-même, et il avait vraiment un très très bon sens du dialogue, c'était un très bon auteur de comédie. Alors, le Donou est un théâtre spécialisé dans la comédie, c'était pas toujours facile, parce que vous n'avez pas connu l'époque que j'ai connue où il pleuvait sur scène pendant la présentation. J'ai pas parce que les travaux n'étaient pas faits, mais c'était aussi... Il fallait jouer par beau temps uniquement. Alors. Exactement.
Non, j'ai pas connu ça. Mais il y avait Denise Petitdier qui dirigeait, Oui. qui n'était pas facile tous les jours non plus. Elle n'était pas facile du tout, Dieu et son âme. Elle nous a quittés il y a quelques années. Et alors, elle aimait beaucoup la recette. Et on était très mal payés. Et quand il y avait beaucoup de monde, elle disait, mais la moitié sont des invités. Voilà. Donc, le pourcentage sur la fréquentation était pratiquement nul. Il faut savoir aussi que tous les soirs en 52, pour le spectacle Allez belle bacchante, il y avait un monsieur au premier rang qui venait, qui achetait sa place tous les soirs, Michel Emer, parce qu'il était amoureux de la comédienne qui était Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan, il l'a épousée. Il l'a épousée, malgré Edith Piaf qui disait tu vas pas épouser ce qu'on l'a. Et ils ont vécu très heureux. Eh ben. Alors, il y a eu aussi d'autres pièces, parce que vous avez mis le pied à l'étrier, Oui. notamment une pièce de Robert Thomas, Piège pour un homme Piège seul. pour un homme seul. Homme fabuleux, totalement inconnu de son vivant et culte aujourd'hui. Oui. Il a fait des films il l'a reconnu lui-même, qui étaient des navets qui lui Ouais. ont fait gagner de l'argent. Mon curé chez les bouddhistes avec Paul Prébois, un truc comme ça. Mais Piège pour un homme seul était une très grande pièce policière. Elle a été jouée 1 million de fois dans le monde entier. Voilà. Et alors, le rôle principal que j'ai joué, le personnage s'appelait Daniel Corban. Alors, je vous le dis parce que je vais voir le tourneur, je sais que la pièce partait en tournée. Je dis, moi, j'ai lu la pièce, c'est moi, Daniel Corban, je le sens, je suis Daniel Corban. Alors, le tourneur me dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Vous êtes 7 ou 8 sur le coup. Il n'a pas encore pris sa décision. Bah, je dis, donne-moi son numéro. Alors, j'appelle Robert Thomas, et on ne se connaissait pas, mais de nom, et je lui dis, je viens vous voir, j'ai un truc à vous dire. Alors, j'avais une petite auto Bianchi. J'arrive dans sa maison avec des gravillons, j'ai fait un tête à queue à faire voler les cailloux en l'air. Je suis sorti de la voiture, il était sur son perron, je l'ai regardé, je lui ai dit, monsieur, je suis Daniel Corban. Et 5 minutes après, j'avais le rôle. Ça veut dire que dans ce métier, il faut aller chercher le travail, Pierre Ah oui, Douglas. oui. Moi, je peux dire que je n'ai jamais pris la place de quelqu'un, j'en serais malade toute ma vie, mais je me suis dit que le seul moyen, quand on était plusieurs, pour avoir un rôle, il faut arriver le premier. Voilà. C'est tout. Alors donc, il faut. On m'interviewe un jour, une jeune femme m'interviewe et me dit on va mettre comme titre Pierre Douglas, : j'ai de la chance. Et je lui ai répondu non, mettez pas ça, mettez la chance se force. Parce que si on la force pas, la chance, on ne l'a pas. Et vous avez joué aussi un auteur très célèbre qui est Marc Camoletti. Marc Camoletti, parce que j'ai joué Pyjama pour 6 avec Bernard Ménez. Ça, c'était formidable. Alors, Ménez jouait la pièce avec Henri Guibet. Et puis, ils ont fait 2 distributions. Ils s'apprêtent à partir en tournée. Camoletti voulait garder la pièce à Paris. Alors, il m'appelle, il me dit, venez voir la pièce, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, la pièce était très, très bien faite. Et il me dit, vous allez jouer le rôle de Ménez avec Henri Guibet. Je lui ai dit, le rôle n'est pas pour moi, monsieur Camoletti. Vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène. Moi, j'ai peu d'expérience, j'ai joué 2 pièces dans ma vie, mais je ne me vois pas du tout jouer le rôle de Ménez. En revanche, parce que je dis Ménez, il est très particulier. Quand il met sa personnalité et son talent sur un rôle, ça ressemble à quelque chose de très carré, il ne faut plus y toucher. Je dis en revanche, le rôle de Guibet, qui me permettrait de jouer avec Ménez, ça me va très très bien. Et j'ai eu le rôle de Guibet et j'ai joué à Paris. Voilà. Et donc, en insistant encore une fois. En insistant encore une fois, en disant non, mon rôle, c'est celui-là. Et Marc Camoletti, on a un peu oublié aujourd'hui qu'il a écrit une pièce qui a été jouée pendant 20 ans à Paris. C'est Boing Boing. Boing, boing. Boing, boing. Et les gens venaient le voir en disant on vient voir Boing Boing. Parce que personne ne savait ce qu'était un Boeing à l'époque. Et mon cher Jacques, à l'heure où nous parlons, Paul Belmondo joue Boing Boing en tournée. Voilà. Je peux vous le dire. C'est un classique. Voilà. Alors, il y a une pièce aussi que vous avez jouée, et ça c'est plus inattendu, c'est le dîner de cons, Pierre Douglas. Oui. Alors j'ai joué le dîner de cons parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et il y a un comédien qui nous a quittés il y a quelques années, je suis en deuil de lui, qui s'appelait Michel Geffraud. Et Michel Geffraud, il avait organisé des tournées, c'est un excellent comédien, et en plus de ça, il a un réseau de villes, il organisait des tournées pour des comédiens qui voulaient travailler avec lui, mais on ne le connaissait pas à Paris. Bon, moi je m'en fous, on ne le connaissait pas à Paris. Et il me téléphonait, depuis plusieurs années, il m'avait appelé 3-4 fois. « Bonjour Pierre, c'est Geffraud à l'appareil. » Et il me faisait une proposition et je répondais tout le temps non, je ne suis pas libre. Je bossais beaucoup entre la radio, la télé, les galas, le caveau de la République, le Don Camillo, etc. J'avais pas beaucoup de liberté. Et il m'appelle en 2005, en mai 2005, Michel Geffraud m'appelle, il me dit, je lui dis, écoutez monsieur Geffraud, est-ce que vous pouvez essayer de me poser une question à laquelle je puisse répondre oui, parce que j'en ai marre de vous dire non. Il me dit, est-ce que vous voulez jouer le dîner de cons? Je dis, je signe tout de suite. Je signe tout de suite. Pourquoi?
Ben, le rôle était extraordinaire, le rôle du gars qui a mal au dos, que Oui. jouait l'ermite au cinéma et qu'a créé Claude Brasseur. Ben, c'était un rôle en or, la pièce était fantastique. Et mon cher Jacques, qui aurait refusé un rôle comme ça? Et c'est après qu'il a été repris par Danny Boone et Arthur, etc. Mais moi, j'ai été un des premiers à le reprendre après Villeray et Brasseur. Mon camarade Michel Geffraud était époustouflant dans le rôle de Pignon. On a joué au Théâtre Tête d'Or à Lyon. On a fait 74 représentations à guichet fermé. Et après, on a fait 65 villes en tournée. Vous mettiez le dîner de con sur un mur. Il y avait 800 personnes qui se mettaient devant le mur pour regarder la pièce. Il faut savoir que l'idée, Francis Weber l'a eue après une discussion avec Jean Castel, qui tenait une discothèque, qui organisait des dîners de cons régulièrement. Et un soir, il a même organisé un dîner de cons avec Claude Brasseur, dans le rôle du con, parce que Claude Brasseur parlait sans arrêt du Paris-Dakar qu'il avait fait. Oui. Et c'est comme ça qu'est née la pièce, et c'est devenu un immense succès. Oh, c'était un succès extraordinaire. C'est un des plus grands succès dont j'ai pu profiter au théâtre. Et puis, ce qu'on sait peu, Pierre Douglas, c'est que vous avez fait du cinéma notamment. Vous avez un tout petit rôle dans Peur sur la ville. Alors, dans Peur sur la ville, je suis Journaliste. figurant. Oui. Je suis figurant. On me voit 1 minute, c'est déjà pas mal dans un film de Verneuil avec Belmondo. En fait, j'étais encore journaliste à RTL. Et c'était Jean-Pierre Farkas qui était rédacteur en chef à RTL et qui me dit tu travailles mercredi? Je dis non, je suis en congé. Ben, il me dit viens, Verneuil tourne une scène de Peur sur la ville avec Belmondo. Tu seras dans le studio, tu seras un journaliste, t'as rien à faire, tu seras assis là, tu feras ce qu'on te dit. C'est comme ça que j'ai fait connaissance de Verneuil. Belmondo n'était pas dans la scène, donc je ne l'ai pas vu. Et on me voit 1 minute dans Peur sur la ville. Mais ce qui est rigolo, mon cher Jacques, c'est qu'aujourd'hui, Peur sur la ville, on l'a tourné en 75, comme ça, 75. Ça fait donc plus de 40 ans, et il y a des gens de temps en temps qui me disent on vous a aperçu dans Peur sur la ville. Je dis vous savez, j'ai très peu changé finalement. Mais il y a eu d'autres films, parce qu'il y a les Bidas en vadrouille. Oui, les Bidas en vadrouille, c'est un joli navet que j'avais tourné où j'étais ministre de l'Intérieur là-dedans avec les Charlots. Voilà. Et il y a eu La gueule de l'autre aussi. Alors, La gueule de l'autre, ça c'était un rôle très chouette. Avec Poiret et Serrault. Avec Poiret et Serrault. Et là, j'anime une émission de télévision. Donc, c'était un petit peu... je venais de quitter le journalisme parce que Tchernia m'a appelé. Je crois qu'on a fait le film en 80, je crois. Et donc, j'ai débuté en 77. Donc, voilà. Et Tchernia, un type alors, mais délicieux, me remerciant d'être venu tourner l'été, alors que j'étais quand même payé pour le faire. Et on a tourné, on a recommencé au moins 2 fois une scène à cause de moi, tellement je riais à cause de Serrault. Serrault était un type extraordinaire. Fou allié. Oui, mais un sens du comique inouï. Et puis, il faut savoir que La gueule de l'autre, c'est le remake d'une pièce qu'ils avaient jouée ensemble, l'Opération La Grelèche. Opération La Grelèche avec Poiret. Avec Poiret. Que Poiret a écrite d'ailleurs, je crois. Poiret a écrite, bien sûr. Et Serrault se faisait toujours appeler Monsieur le Petit La Grelèche quand il était dans un sketch avec Poiret. Alors, il y a eu aussi des apparitions télé, des fictions, Camping Paradis, Scène de ménage, en dehors de l'animation télé traditionnelle. Oui, tout à fait. Et Camping Paradis, j'ai eu un très beau rôle parce que j'ai tourné 4 semaines. Oui. Et chaque épisode dure 1h30. Chaque film dure 1h30. Et là, j'ai eu vraiment un très très beau rôle. Je suis descendu dans le Midi du dimanche au jeudi pendant un bon mois. Et on a tourné en 2012, si j'ai bonne mémoire. Et j'avais un très très beau rôle. Là, c'était très intéressant. Et puis, il y a eu l'animation télé avec Denise Fabre, Garcimore, tout ça, ça a marqué votre carrière, Pierre Douglas. Ça a marqué ma carrière. Il y a tous les gens qui me regardaient avec José Garcimore et Denise Fabre en 77, 79. Donc, j'ai fait ça de 77 à 79. Les gamins qui avaient 7-8 ans aujourd'hui, ils ont 45 ans. Donc, tous les gens de plus de 45 ans que je rencontre se souviennent de cette animation. On avait 8 millions de téléspectateurs le samedi après-midi. 77, 119, il y avait 3 chaînes de télé. Hein. Et on a oublié qui était Garcimore. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent quand même parce qu'il avait ce talent qui consiste à faire semblant de rater un tour de magie et de finir par le réussir. Et vos souvenirs sont tellement forts dans votre mémoire que vous avez même monté un seul en scène où vous racontez votre vie maintenant, Pierre Douglas. Oui, j'ai un one-man show que j'ai intitulé Vite avant que j'oublie et que j'ai inauguré il y a 3 ans, que j'ai réécrit avec des chansons parodies parce que j'ai toujours beaucoup aimé chanter dans mes tours dans mes one-man show. Et j'ai 3 musiciens qui m'accompagnent. J'ai un spectacle d'1h40 qui, chaque fois qu'on l'a fait, a très bien marché. Et vous rendez hommage à celui que vous considérez comme votre maître, qui est Jean Amadou. Jean Amadou a été mon maître et je dirais même que même si j'ai côtoyé des gens tout à fait charmants dans mon métier et que je vais arriver à mes 45 ans de scène, Jean Amadou aura été l'ami. Il a été l'ami.
Non seulement il n'était pas jaloux d'une idée que j'avais eue et qu'il ne l'avait pas eue, mais quand donc on se succédait quelquefois sur scène, quand je passais derrière lui, il restait pour écouter mon tour. Oui, et c'est un homme d'une culture qu'on n'imaginait pas. Mais extrêmement cultivé et d'une très très grande élégance, non seulement dans sa façon de se comporter, mais dans son style. Et surtout, il est l'inventeur des photos présentées sur un écran, bien avant tout le monde, bien avant la télévision. Ah, mais il a été tout le premier à agrémenter une phrase d'une chanson connue d'un commentaire politique. Il faut le faire. C'est quand il dit Madame Pécresse, comment est-ce que vous préparez votre campagne, et on entendait un petit bout de chanson qui faisait pleurer de rire tout le monde. C'était un créateur, Jean, et un véritable ami, une belle personne et d'une grande simplicité, comme souvent le sont les gens qui ont beaucoup de talent. Et oui, ça arrive. Autre date, 9 mars 2022, on en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Pierre Douglas. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Pierre Douglas. Donc, 9 mars 2022, une soirée à Gaveau, à la salle Gaveau à Paris. Et si je vous ai invité, c'est parce que pour la première fois, pour cette soirée, vous défendez une association et un problème personnel dont vous n'avez jamais parlé, Pierre Douglas. Effectivement, l'association s'appelle Argos 2001, donc comme son nom l'indique, elle a été créée en 2001. Qu'est-ce que Argos ? Argos est une association qui a pour mission de soutenir et d'aider et d'encourager les personnes qui souffrent de troubles bipolaires et leurs proches. Je suis, et vous venez de le suggérer, mon cher Jacques, et je vous en sais gré, très concerné par cette affaire, parce que mon épouse et moi-même avons notre fils aîné, qui a 53 ans aujourd'hui, et qui est bipolaire depuis une trentaine d'années. On a mis du temps à s'en apercevoir, car maintenant on le diagnostique un petit peu plus facilement qu'il y a quelques années. On a mis du temps à s'en apercevoir. Personnellement, je ne voulais pas le croire, et comme notre relation avec notre fils était extrêmement difficile à cause des symptômes de la bipolarité, de temps en temps, je dois le dire honnêtement, je le prenais pas toujours au téléphone parce que ça me rendait malade. Et puis, il a accepté il y a 3 ans de mieux se soigner, c'est-à-dire qu'il prend du lithium. Le lithium est certainement le médicament qui aide le mieux la personne souffrant de troubles bipolaires à vivre agréablement. Alors, j'insiste là-dessus, cher Jacques, parce que c'est le plus important. Quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires, il ne va pas guérir, mais s'il est bien soigné, il va se rétablir. Et le rétablissement, c'est quelque chose de fondamental en ce qui concerne la bipolarité, parce que quand on est rétabli, qu'on est bien soigné et qu'on est aimé, parce que je peux paraître comme ça romantique ou sentimental, mais l'amour est extrêmement important. Si on se sent aimé, soutenu, respecté, qu'on est bien soigné, on se rétablit. Et quand on est rétabli, mon cher Jacques, même en souffrant de troubles bipolaires, on vit normalement. Alors aujourd'hui, les gens savent peu ce que sont des troubles bipolaires. On confond souvent ça avec la dépression, Pierre Douglas. Alors, il y a dans la bipolarité, ça s'appelle la bipolarité parce qu'il y a 2 phases. Il y a la phase que j'appellerais up, la phase optimiste, mais d'un optimisme exacerbé et complètement irrationnel, c'est-à-dire qu'on se dit je suis l'homme le plus intelligent du monde, je suis le plus fort du monde, je vais m'acheter une Mercedes mais j'ai pas d'argent, ça n'est pas grave, je vais conduire à 200 à l'heure, il m'arrivera rien, enfin on se croit le roi du monde. Et puis il y a la phase dépressive qui là est extrêmement grave et extrêmement pénible parce que 20%, je dis bien 20% des personnes qui souffrent de troubles bipolaires font des tentatives de suicide. Donc là, on n'est pas en train de rigoler. Donc c'est très important de savoir que la phase de dépression est extrêmement grave. Et à ce moment-là, figurez-vous que de temps en temps, le malade se sent responsable. Il dit c'est de ma faute. J'ai pas fait ci, j'ai pas répondu à ça, etc. Il se sent responsable. Alors que tout le monde doit assurer une responsabilité auprès du malade qui souffre de troubles bipolaires, sauf lui. Moi, je sais que pour ne prendre que l'exemple de mon fils aîné, il sait que sa mère l'aime, il sait que je l'aime, il prend du lithium, eh bien, il est rétabli, il souffrira toujours de troubles bipolaires parce que pour l'instant, on ne guérit pas, mais on est rétabli et on a une vie normale et on peut retrouver une forme de bonheur. Alors, c'est le cas justement de la dépression. On parle de dépression nerveuse il y a une trentaine, quarantaine d'années, qu'on ne se soignait pas, c'était une araignée dans la tête. Et puis est arrivée la déprime, le mot est de Jacqueline Michel, une journaliste, et on s'est soigné. Est-ce que c'est le même cas pour la bipolarité? Est-ce que c'est une maladie qu'on est en train d'endiguer, Pierre Douglas? Alors, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, j'aime pas cette expression au jour d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi on dit ça, aujourd'hui, oui. En 2022, on ne guérit pas
le trouble bipolaire. On ne le guérit pas. On le soigne de mieux en mieux. On peut le détecter de plus en plus tôt. Par exemple, si un petit garçon de 8 ans a de temps en temps un comportement qui peut interpeller ses parents parce qu'une colère sera un petit peu exagérée, sera peut-être trop fréquente, une réaction à un échec sera trop violente, eh bien c'est là qu'il faut tout de suite s'en occuper. Et il y a certainement beaucoup de gamins de 8-10 ans qui ont une espèce de déséquilibre qui, si on ne le soigne pas tout de suite, avec amour et avec efficacité, pourrait arriver à la bipolarité. Et voici quelques jours, dans cette même émission, j'ai reçu Warren Zavata, qui pendant des années a subi des troubles bipolaires, vient d'en guérir et en a fait un spectacle qui s'appelle Fiasco. Formidable. Voilà. Il faut me donner les heures, les endroits, le prix. C'est au Théâtre Trévise. Voilà. Alors, donc, cette soirée à Gavour, vous l'avez organisée pour cette association. Voilà. Alors, donc, j'ai un ami avocat qui a de très gros moyens financiers et que j'ai connu par un ami, et je lui ai dit voilà, je voudrais monter un concert de musique classique dont la recette sera entièrement versée à l'association, parce que on a besoin un petit peu d'argent pour avoir des conférenciers, pour avoir des psychiatres, etc. Pour faire connaître pour faire connaître, ça coûte des sous. Alors ce sponsor a été un type extraordinaire puisqu'il m'a donné 20 000 euros. Il m'a donné 20 000 euros avec lesquels on a loué la salle Gaveau. Et louer la salle Gaveau une journée, hein, le 9 mars, de 10h du matin à 11h du soir, ça coûte 13 500 euros. L'argent qui reste, pour aller jusqu'aux 20 000 euros, il faut payer les musiciens, il faut payer la grosse caisse, il faut payer la timbale pour l'orchestre, il faut payer les salles de répétition. On s'est battu pour tout ça, je n'ai pas arrêté depuis. Et ça y est, bon, bah, c'est en train de se faire, et donc je pense qu'on aura du monde. Mais le fait d'en parler aujourd'hui, ça va peut-être faire venir un petit peu du monde en plus. Donc on a constitué, j'ai constitué avec les amis et musiciens que j'ai un programme. Donc il y aura l'ouverture de Werther de Massenet, il y aura le premier concerto pour violon et orchestre de Prokofiev, qui sera joué par une jeune journaliste qui vit actuellement à Lyon et qui s'appelle Fanny Boucher. Et puis, nous aurons après le 26e concerto dit du couronnement pour piano et orchestre de Mozart. Et ensuite, il y aura ceci. La symphonie inachevée de Schubert. Voilà. Alors c'est Marielle Maurice qui sera soliste pour le concerto de piano, et puis la symphonie inachevée, je vais la diriger, parce que, ayant appris la direction d'orchestre, ayant dirigé une vingtaine de concerts dans ma vie, j'ai pensé que ça, je pouvais le faire. Alors, il faut savoir que Schubert est mort à 31 ans, d'où cette symphonie inachevée, et il faisait des grandes soirées avec des célibataires, des artistes, il faisait la fête, et on appelait ça les Schuberades. C'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant, mon cher Jacques, parce que en travaillant la symphonie inachevée, il y a quelques jours, je regardais Jean-François Zigel. Oui. Jean-François Zigel, qui est à la fois pianiste et un petit peu historien de la musique, parce qu'il connaît très très bien les choses. Et il parlait, j'ai un DVD où il décortique la symphonie inachevée, et il explique que Schubert, peu de temps avant sa mort, s'est aperçu qu'il avait écrit 2 mouvements de la symphonie inachevée, parce qu'il n'y a que 2 mouvements, et il a considéré que c'était suffisant, qu'il avait exprimé tout ce qu'il voulait exprimer, et que c'était donc pas nécessaire d'ajouter d'autres mouvements. Voilà. C'est lui qui a décidé qu'elle ne serait pas achevée. Alors, il se trouve aussi que la direction d'orchestre, c'est venu par passion pour vous. Ça a été 11 ans de travail, je crois, Pierre Douglas. Oui, j'ai pris 11 ans de cours à la Schola Cantorum à Paris avec Jean-Claude Hartemann, qui était l'ancien directeur de l'Opéra Comique et qui est devenu professeur de direction d'orchestre. Et en fait, je dirigeais ma chaîne IFI depuis je ne sais pas combien de temps. Et quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, tu sais, moi, je dirige ma chaîne IFI parce que je ne veux pas rester trop passif. Et mais après, il a fallu, j'ai vraiment eu envie de diriger des êtres humains présents. Et donc, je me suis présenté à la Schola Cantorum, et puis là, j'ai appris à lire une partition d'orchestre qui est très compliquée, ce qui prend beaucoup de temps. Enfin, j'ai pris 11 ans de cours, j'ai eu un premier accessite au Conservatoire d'Evry, et puis je me suis jeté à l'eau. Et là, vous aurez un orchestre de 30 musiciens qui sont des jeunes, je crois. 30 musiciens, ils ont tous l'âge de mes petits-enfants. Ils ont 25 ans d'âge moyen, garçons et filles, bien sûr. Et une moitié est à Lyon, l'autre moitié à Paris. Ils se connaissent tous. Et le chef d'orchestre, qui s'appelle Nicolas de Valverde, lui va diriger les 2 concertos. Et on s'est mis d'accord pour qu'il se débrouille avec la petite Fanny Boucher qui jouera le concerto de violon. Ils connaissent beaucoup de jeunes musiciens et ils ont composé l'orchestre que nous avons appelé l'orchestre des rencontres musicales. Voilà, il faut savoir aussi que un moment culte du cinéma, c'est Louis de Funès dans La Grande Vadrouille. Quand il dirige un orchestre, il a travaillé pendant 3 mois. Oui, il a beaucoup travaillé et on le voit.
on le voit parce qu'il y a des départs qui ne se donnent pas si on ne sait pas faire. C'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est quelque chose de très particulier. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Il faut compter, il faut écouter, et il faut être très très précis. Et puis, quand on en est arrivé là, aux répétitions, là, on va commencer à y mettre des sentiments. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça dit, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Il y a des types qui disent là, j'aimerais bien que comme ci, comme ça. Vous savez, un jour, il y a un chef d'orchestre qui dit aux musiciens là, il faudrait peut-être mettre quelque chose de plus fleuri, de plus arrosé, peut-être de plus printanier. Il y a un mec qui fait excusez-moi, c'est forte ou piano? C'est tout simple. Alors, il faut savoir aussi, et j'en reviens à cette association, que c'est devenu une affaire de famille, puisque votre femme est devenue la vice-présidente de cette association. Absolument. C'est Dominique Guillot qui est président, ma femme est vice-présidente, et moi je suis rentré au conseil d'administration il y a 1 an et demi. Et on fait tout ce qu'on peut pour que les personnes qui souffrent de troubles bipolaires se sentent aidées, soutenues et aimées. Mais rien, absolument rien, mon cher Jacques, ne remplacera l'amour que doit recevoir le malade de par son entourage, à commencer par sa famille. Et l'amour, justement, vous l'avez rencontré au Baléares, parce que je crois que votre femme, vous l'avez rencontrée au Baléares, Pierre J'ai Douglas. rencontré ma femme aux îles Baléares, c'était en mai 64, c'était les vacances de Pâques, en avril 64, et l'école des cadres du commerce où j'étais avait organisé un voyage aux Baléares pour les étudiants, et j'ai un copain qui m'a dit j'ai une petite copine pour toi. Il m'a présenté la petite copine et j'ai épousé la meilleure amie. Voilà. Et vous êtes un couple complémentaire, c'est-à-dire que vous faites ce que vous voulez dans votre coin, elle aussi, vous travaillez, mais elle a eu très peur quand vous avez changé de métier. Oui, elle a eu très peur quand j'ai changé de métier. Et dès que je rentrais du camion, elle me disait alors comment ça s'est passé? Je dis écoute, c'était formidable. Ah bon? Le lendemain, elle me dit c'était pas terrible. Elle me dit oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je lui dis écoute, ça passe ou ça casse. Mais mon cher Jacques, je vais résumer la chose. Depuis que je suis né, je suis pour le verre à moitié plein. Et c'est comme ça que je m'en suis sorti. Et d'ailleurs, vous aimez tellement la musique que vous avez dirigé le Requiem de Mozart. Oui. Et que vous avez même créé un spectacle alliant musique et politique. Oui, je l'ai fait une fois. J'ai appelé ça pour l'humour de la musique. Et je l'ai fait à la mairie de Tours, il y a quelques années. Et il y a eu en première partie, j'ai dirigé Madame Marielle Maurice, qui a joué le 20e concerto en ré mineur de Mozart, avec un orchestre amateur qui était là-bas à Tours. Et en deuxième partie du spectacle, j'ai fait un one-man show de 45 minutes sur l'humour politique. Les gens étaient ravis. Je referai ça. Oui, mais en même temps, c'est assez rare. Passer de Georges Marchais à Schubert en passant par le journal de 20h, c'est pas évident, Pierre Douglas. Non, c'est pas évident, mais c'est moi qu'il faut venir me voir parce que les autres le font pas. Oui, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous avez fait dans votre parcours? Oui, mais ça va bien, j'ai supporté tout ça. Non, il faut le dire, vous avez plus de 4 fois 20 ans. Et J'ai eu 80 ans au mois d'août, oui. Voilà, et vous restez un jeune homme. Quel est votre secret? La scène, la scène et l'amour. Oui, mais en même temps, c'est aussi la passion, le travail, avoir des idées nouvelles sans arrêt. Oui, mais j'achète 120 € de journaux par mois. Oui. J'ai les journaux tous les jours, je prends des notes tout le temps, je fais partie du jury du prix de l'humour politique depuis 30 ans. J'entretiens tout ça. La retraite, c'est pas votre truc. C'est pas mon mot. Voilà. Mais surtout, si vous étiez resté journaliste, vous seriez forcément à la retraite aujourd'hui. Je me demande ce que je fabriquerais aujourd'hui. Hein. Oui. Ça, je serais peut-être plus là. Vous croyez? Et l'avenir, donc maintenant, c'est le 9 mars, Gaveau, et ensuite, oui. Pierre Douglas. Et bien ensuite, alors je joue actuellement une pièce de théâtre à Bordeaux, oui. qui est une comédie qui s'appelle Des chiffons et des lettres. Je joue le rôle d'une espèce de Jean d'Ormesson, mais qui n'a plus d'inspiration. Enfin, ça se termine très bien. C'est une comédie à 3, c'est très très bien, de Xavier Vitton. Je joue tous les jeudis, vendredis et samedis à Bordeaux jusqu'au 12 mars, c'est-à-dire que le lendemain du concert, je file à Bordeaux pour faire mes 3 dernières représentations. Après, on verra pour la rentrée à Paris. Et puis, j'ai quelques dates qui arrivent pour le one-man show. J'ai pas à me plaindre. Mais vous avez trouvé des niches dans le théâtre, à l'inverse de beaucoup d'autres. Vous avez plein de petits théâtres qui vous emploient sur des spectacles tout à fait originaux. Oui, et puis les salles de 200-300 places, ça suffit. Hein. Oui. Ça suffit, oui. Les seules salles de 3000 places que j'ai eues, c'est quand j'ai présenté la tournée H Tendre. Là, il y avait 3000 personnes, mais oui. je présentais tout ça. Mais c'est bon, c'était très bien. Mais ça va 5 minutes. Voilà, exactement. Mais vous avez surtout trouvé des niches, ce qui est rare aujourd'hui. C'est toujours votre façon d'aller vers les choses. Oui, quand je veux quelque chose et que je sais que ça n'est pas impossible,
non seulement je me dis donc c'est possible, je me dis non, je vais l'avoir. Voilà. Et c'est pour ça que vous avez Gaveau le 9 mars, dans 2 jours. Et je souhaite que celles et ceux qui nous écoutent viennent vous écouter comme chef d'orchestre et aident cette cause si chère à votre cœur et si importante. Mon cher Jacques, je ne sais comment vous remercier. Je vous le dis avec toute ma vieille amitié de 45 ans. Eh ben, on ne les fait pas. Merci Pierre Douglas. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.